Alors moi, tout d'abord, j'ai écouté la conférence de Bernard Boutboul, j'ai vraiment apprécié. Encore mes excuses pour ne pas être avec vous en présentiel à tous et ceux qui sont ici pour nous écouter. Malheureusement positif et encore positif aujourd'hui, plus de symptômes, mais bon. Toujours est-il que j'ai entendu tout ce que j'avais regardé et toutes les notes que j'avais prises. Donc Bernard Boutboul en a dit beaucoup, je dirais la quasi-totalité. Donc il y a peut-être le côté digitalisation que je laisserai donc à Jean-Sébastien. Euh, D'ailleurs, peut-être qu'on devrait commencer par ça, déjà sur le monde de la restauration avec la digitalisation. Est-ce que tu veux en parler un petit peu, puisqu'on en avait déjà discuté entre nous? Bonjour à tous. Donc effectivement, je suis Jean-Sébastien, je travaille chez l'Addition. Voilà. Et alors, effectivement, une présentation assez passionnante du bout de boule, sur laquelle effectivement, j'essaie de réfléchir comment essayer d'apporter une vision un petit peu différente ou un peu complémentaire justement sur ces évolutions. Effectivement, d'un point de vue, je vais essayer de me permettre, je vais me permettre de partager un point de vue plus techno, parce que mon Addition, je ne sais pas si vous connaissez, c'est quand même une solution très technique. Et donc, le sujet pour nous en tant qu'éditeur logiciel, c'est de se demander effectivement comment accompagner ces changements. D'accord. Et je vais me permettre d'en exposer deux. Il y a effectivement, tout à fait d'accord sur comment une solution logicielle peut assister à faire évoluer une expérience client. C'est le premier point, c'est pas évident parce que. Et le second point qui est plus effectivement comment un éditeur logiciel peut aider ses clients à embrasser finalement un nouveau monde. Je reprends l'exemple de Big Mama qui a décidé de sortir de l'emplacement pour obtenir ou acquérir des clients d'une manière un peu différente. Voilà. Et en fait, par extension, finalement, emplacement dans le monde physique, peut-être, mais je me tourne vers vous. Est-ce que emplacement qui disparaît du monde physique n'implique pas un emplacement qui apparaît dans un monde numérique? Donc voilà, c'est un peu le débat. En tout cas, d'un point de vue éditeur. Sur l'expérience, effectivement, la digitalisation, comment elle peut vous aider, comment elle peut aider les restaurateurs à finalement passer plus de temps avec ses clients en salle, avec les personnes qui viennent pour justement bénéficier de cette expérience. Le parti pris de l'addition, c'est justement de se dire qu'on va essayer de retirer au maximum toutes les contraintes nécessaires, mais finalement inutiles dans cette expérience. Donc, un exemple tout bête, c'est limiter le temps passé sur les prises de commande, limiter le temps passé à se souvenir d'une information qu'on a oubliée sur un plat spécifiquement, limiter le temps passé, sur un exemple très concret, sur le paiement. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, je vais revenir là-dessus, parce que c'est un vrai sujet du moment, la phase de paiement peut être très pénalisante. Je reviens sur vos statistiques de temps tout à l'heure. Effectivement, on passe quel que soit finalement le temps qu'on passe à table, il y a toujours un temps de prise de commande, avec le bras levé, quand on est vraiment pressé, essayer de gagner du temps là-dessus, et essayer de gagner du temps sur le paiement. Donc sur la problématique de paiement, c'est comment faire pour assister le restaurateur et finalement satisfaire le restaurateur et le consommateur en accélérant ce temps de paiement. Donc, par exemple, en offrant des solutions purement digitales de paiement à table, via des QR codes. Voilà. Donc en fait, cette digitalisation, finalement, d'un point de vue éditeur de logiciel, elle permet beaucoup de choses. La question qu'on aime se poser en tant qu'éditeur, c'est effectivement quelles sont les priorités pour le client, parce qu'effectivement, sur une restauration à table, la problématique va pas être exactement la même que sur je vais dire, restauration rapide ou vente au comptoir. D'accord. Donc l'idée, c'est vraiment d'essayer de comprendre quels sont les sujets par ordre de priorité et d'accompagner via des évolutions logicielles toutes ces thématiques. Donc je reviens sur le paiement. Le paiement, vous le trouverez à peu près partout. Enfin, je me tourne vers vous. Mais la problématique du paiement, vous la trouverez et en service à table et en vente au comptoir. Par contre, effectivement, il peut y avoir des sujets digitaux assez différents sur de la vente au comptoir où là, la digitalisation va être très orientée sur la prise de commande.
Alors là, ça va être gagner du temps sur la prise de commande. Quant au service à table, ça va être plus, par exemple, sur des thématiques type réservation. Parce qu'effectivement, c'est quelque chose qu'on constate, le retour de la réservation. Donc, c'est très, très vaste. Je ne sais pas si vous êtes aligné avec ça. Si, alors, dans un autre... Oui, si, complètement, tu as raison. J'aurais pas cette problématique-là aussi existentielle dans un établissement qui fait beaucoup moins de volume et qui nécessite justement une fluidité dans cet encaissement et dans cette digitalisation, puisque ça demande quand même qu'il y ait une certaine influence assez poussée pour qu'on puisse mesurer vraiment le degré de progression dans ce nouveau système ces nouvelles applications. Tout dépend du flux qu'on en a en face à face. Moi, dans mon activité, je n'en aurais pas vraiment à l'instant T ce besoin de fluidifier ce passage-là. Il se fait naturellement, à moins d'avoir un énorme coup de feu, de me retrouver avec 30 personnes au même timing sur un encaissement, ce que moi, je ne vivrai pas. Et je vais développer ça plus tard. Et je conçois que ce soit quelque chose d'important pour d'autres restaurateurs. Voilà. En fait, c'est effectivement, tout dépend du... en fait, on tombe vite dans la notion. Alors après, je reviens sur l'expérience que vous partagez tout à l'heure. Quelle expérience on souhaite donner à ses clients? C'est-à-dire que, est-ce que finalement, il ne faut pas non plus distinguer, quelque part, je pousse un peu volontairement la question, mais deux types de comportements. La restauration du midi qui serait plutôt typée efficace. On cherche une expérience, mais il y a quand même un vrai sujet de timing. Où tout le monde dit en même temps, parce que finalement, une pause déjeuner, c'est quand même 14 heures, donc il y a potentiellement des sujets de rush, versus une restauration plutôt du soir, où là, c'est vraiment une restauration de plaisir. C'est important d'ailleurs de scinder les besoins de la clientèle sur du midi et les besoins de la clientèle sur du soir. Ça peut être le même client qui n'a pas forcément les mêmes problématiques de repas ou de timing et tout ça. Et toi, avec tes solutions, tu réponds justement à ces besoins. En fait, effectivement, l'idée, c'est d'augmenter la rotation. L'idée, c'est d'augmenter cette rotation parce qu'effectivement, même, je reviens sur les petits, des établissements à dimension plus humaine, l'air de rien, si vous augmentez la rotation de 10% sur un resto de 10 tables, ça vous fait une table sur 2 services sur une année, ça peut vite représenter un chiffre d'affaires additionnel non négligeable. Donc, l'idée, c'est de la digitalisation. Attention, il ne faut pas se méprendre sur le message. Ce n'est pas de déshumaniser justement l'activité, c'est bien au contraire de gagner du temps pour la rendre plus humaine. Et en tout cas, pour la rendre plus axée sur vos objectifs. Je reprends ce que vous disiez tout à l'heure. C'est vrai que dans la restauration, il y a 2 séquences qui sont totalement inutiles parce qu'elles sont techniques, c'est la commande et le paiement. Okay. McDo nous a expliqué depuis maintenant bien longtemps que si tu vas sur la borne, tu commandes et tu payes. Le problème, c'est que si on introduit ça dans la restauration avec service à table, il faut réintroduire le service et le chouchoutage de l'humain de la table. Je ne sais pas si je suis clair. C'est hyper important parce que le jour où il n'y aura plus de service avec un grand S, avec des êtres humains, et la restauration livrée aura toujours devant elle. Quel intérêt de venir puisque je n'ai pas d'expérience humaine. Si je veux vivre une expérience avec le produit, bon, autant qu'on me le livre au bureau ou à la maison. Donc, je suis d'accord sur le paiement et la commande, à une seule condition, c'est qu'on ne fasse pas comme certains restaurateurs il y a quelques années qui filent un iPad aux clients en disant tiens, ta commande. Non. Ils ont duré 6 mois. Enfin, il y a Cro-Magnon, par exemple, qui l'a fait qui est rue du Palais Gallien, qui est un restaurant qui a mis tout digitalisé sur une tablette, sur une restauration qui pourtant était pour moi sur du semi-gastro. Donc, semi-gastro, les gens qui viennent, c'est pour le produit et on leur donne une tablette entre les pattes et ils se disent waouh, mais je suis dans un restaurant, je ne suis pas venu faire une expérience digitale. Alors, mettre du digital, oui, mais qu'elle soit bien pensée et que ce ne soit pas du digital à tout va pour prendre la commande, par exemple, en l'occurrence. Est-ce que vous pensez l'exemple de Max à table? Je connais Max à table sur les boulevards, ouais. Je ne me suis pas déplacé chez eux, je prends en takeaway. Chez nous, d'ailleurs, tu as un Saint-Médin qui a créé ça, et tout est digital sur la table. D'accord. Ouais. Et donc, vous passez votre commande, et pendant que on attend qu'on vous livre votre commande, vous jouez. C'est-à-dire que sur la table, vous pouvez jouer à des jeux, comme maintenant les jeunes adorent jouer à des tas de trucs. Et ben, pour passer le temps,
il joue, et la table est connectée et il joue. C'est une expérience client, c'est En fait, ouais, c'est c'est ça. unique en fait. C'est pas une expérience C'est pas- restauration. c'est pas- Non, voilà. c'est pas, non, c'est une expérience, effectivement. C'est pas aujourd'hui. Alors, ça aussi, ce sera intéressant de débattre, c'est tout ce qui est hybride. On est de plus en plus dans l'hybride maintenant. Et beaucoup de gens sont restaurateurs et boutiques, restaurateurs et ceci. Je ne sais pas si vous en avez parlé. C'est pour ça qu'on m'invite. Donc, c'est intéressant de savoir un peu. Ouais, je développerai, ouais, exactement. Et moi, sur ce concept de proposer du digital à table pour occuper les convives, moi, j'aimerais remettre l'humain dans le circuit parce que si on se permet de filer des choses pour éviter que les gens se parlent entre eux, alors c'est vraiment un moment fédérateur pour moi. Je vois pas l'intérêt, mais après, oui, ça peut faire un buzz, ça peut le temps d'eux. Mais une fois que les gens ils ont testé ça, et j'espère qu'ils n'accrochent pas à ce genre de choses. J'espère. Sinon, on a un exemple cette semaine d'un restaurateur à Albi, je ne sais pas si vous avez entendu ça, qui a demandé à ses clients de laisser les portables dans un panier à entrée. Très bien. Et s'ils acceptent, donc de ne pas être collés sur leur portable pendant leur déjeuner dîner, ils leur offrent l'apéritif, tout ce qu'ils veulent. Et ça marche très fort. Ça veut dire qu'on peut se passer de notre téléphone pendant 1h30 ou 2 heures. et je pense pas que ce soit un discours, et permettez-moi de le dire comme ça, que ce soit pas l'esprit ancien, parce que, non, mais sincèrement, non, mais, je suis désolé de vous dire ça, mais parce que vraiment, aujourd'hui, on le voit, hein, c'est un moment qui nous permet justement de pouvoir parler, converser, échanger et compagnie, et on casse l'humain avec les téléphones sur le moment. Alors, je trouve ça très bien comme démarche. Alors, c'est un petit peu... Et c'est dommage qu'il faille le faire. Oui, c'est dommage qu'il faille le proposer, ne serait-ce que le proposer. Ouais. Vous parliez justement de réduire le temps de commande. Et dans ce temps de commande, il y a aussi le temps des conseils des chefs de rang pour les clients, pour les conseiller sur les plats, sur les vins, sur les... Ça, c'est quelque chose de moins que de leurs clients. C'est ce que je disais, et je pense que l'addition va répondre mieux que moi, c'est ce que je disais. Moi, je suis d'accord pour digitaliser la commande à une seule condition, c'est que l'être humain, le service, se soit mis en route pour assister à la commande, en suggérant, en donnant envie, en proposant, en disant on a ceci aujourd'hui, etc. Et de ne pas laisser le client tout seul devant son téléphone en passant ta commande. Parce que ça, on va dans le mur si on fait ça. C'est pas ça la restauration. C'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est la digitalisation, j'insiste lourdement, la digitalisation va vous permettre, a pour objectif de vous permettre de passer plus de temps sur le conseil pour l'expérience client. Donc en fait, concrètement, la prise de commande, effectivement, le chef de rang va conseiller ou répondre aux questions diverses et variées du client, mais il va gagner du temps sur l'entrée, par exemple, de la commande dans les systèmes informatiques. Parce que ça, c'est un aspect qu'on a tendance à occulter. Effectivement, la restauration, c'est un métier passion. On le fait bien souvent parce que soit on aime le contact, soit on aime cuisiner, soit on aime les deux. D'accord ? C'est bien souvent un gros vecteur de cette industrie et c'est parfait. Et en fait, ça, il faut le cultiver. D'accord ? Mais il ne faut pas oublier non plus qu'un restaurant a des contraintes légales à respecter. D'accord ? Un système de caisse, pourquoi il y a des systèmes de caisse ? C'est parce que derrière, il y a une loi finance qui dit « je veux savoir exactement ce qui s'est passé pour être sûr qu'il n'y ait pas voilà, pour surveiller un peu tout ce qui se passe. » D'accord ? Donc là, il y a quand même une réalité opérationnelle qui est, pour le coup, hyper pas glamour, mais qui doit être faite. D'accord ? Donc la question qui se pose, la digitalisation, c'est soit on continue un peu à la main de tout rentrer avec des risques financiers, hein, au final, ça reste des risques financiers possibles, soit on utilise une solution qui va vous permettre justement de gagner du temps sur ces problématiques ô combien pas glamour, mais ô combien obligatoires. Donc c'est vraiment ça. Là où je vous rejoins, c'est je pense qu'il y a des personnes qui croient que la digitalisation va remplacer l'humain, alors que la digitalisation dans notre métier va accompagner, Exactement, un complément. renforcer le service. Un complément, ouais. C'est exactement ça. Et en fait, alors, donc ça j'espère être super clair là-dessus. La digitalisation, attention, ce n'est pas au détriment de l'humain. C'est pour justement valoriser l'humain. Parce que si effectivement on part sur du 100% digital, on a tout faux. En fait, on fait du Uber Eats. Hein, Parce que le terme je trouve agressif. Digitalisation, ça. Exact. Oui, mais vous avez raison. On est presque dans le métavers, quoi. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, et justement, on n'est pas dans le métavers pour une raison, c'est un très bon point. Pourquoi on n'est pas dans le métavers ? Parce que qu'est-ce que c'est, in fine, la valeur, c'est quoi la valeur de la restauration ? Pourquoi on va au resto ? On y va pour manger. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Le plat que vous avez consommé,
vous, en tant qu'être humain, il ne va pas être dans le métavers, il va être bel et bien réel. D'accord? Donc, in fine, c'est ça. Et après, il y a une expérience qui est autour. Donc, il y a tout ça. Je me permets, il y a un sujet qui m'interpelle quand même. Je suis hyper d'accord avec toute cette thématique de gestion de l'humain. Par contre, voilà, c'est un gros débat. Je me tourne vers vous pour avoir un point de vue. Pour moi, c'est un vrai sujet. C'est aujourd'hui, on voit arriver, je veux dire, dans l'écosystème, ce qu'on appelle les digital natives. D'accord? Donc, des personnes qui sont nées avec un téléphone dans la main et qui, effectivement, elles, ont un style de vie qui est complètement connecté. Complètement connecté. Donc, voilà, la question, on parle du restaurant de demain. Donc, demain, après-demain, au final, comment on va... Alors, il y a deux sujets. Soit on arrive à redonner de l'humain à des personnes qui, finalement, ont quand même bien grandi avec une approche à l'humain qui est quand même très différente de ce que, en tout cas, moi, j'ai vécu. Voilà. Moi, je suis là-dessus. Voilà. Soit on arrive à faire ça et à redonner ces expériences-là, on parlait d'expérience. Soit, effectivement, on adapte quelque part, et là, voilà, où le modèle va s'adapter pour tendre vers... La vraie question pour moi, c'est ces digital natives, quand ils vont arriver sur le, entre guillemets, sur le marché des clients, quel va être l'impact? Et ça, c'est pas évident. Alors, nous, on a un début de réponse. C'est qu'on pense, je m'appuie sur le côté expérientiel que je l'ai développé tout à l'heure. Nous, on pense que dans les 10, 15 ans, 20 ans qui viennent, les digital natives seront déjà arrivés, la Z sera déjà bien établie. Il y aura 2 styles de restauration. Il n'y en aura pas 3, il n'y en aura pas 8, il y en aura 2. Soit elle sera expérientielle, il se passe vraiment quelque chose avec des êtres humains, avec du produit, avec un décor, etc. Soit elle ne sera pas. Et quand elle ne sera pas, elle sera automatiquement digitalisée. À quoi ça sert que j'aille dans un restaurant s'il ne se passe rien? Autant me faire livrer à la maison ou au bureau. Donc, il y aura de la restauration expérientielle, de la restauration livrée. Et c'est tout. Enfin, livrée. Digitalisée, parce qu'il y a take and collect. Et du coup, ça, c'est fondamental. Enfin, en tout cas, je me permets encore une fois, en tant qu'éditeur, la question qui peut se poser en continuité de ça, c'est moi, restaurateur, si effectivement je décide de ne pas faire de l'expérientiel, comment moi, restaurateur, finalement, je me distingue de mes petits compétiteurs sur des plateformes, en tout cas typées... si je ne veux pas faire d'expérientiel, oui, je monte une dark kitchen. Voilà. C'est un moyen, ou alors... Mais ça sera ça, demain. Il y aura soit des restaurants expérientiels, soit des dark kitchen. Mais est-ce que finalement... Ou des marketplaces... Pardon. Une dark kitchen, c'est un restaurant sans client, puisque c'est un lieu de production qui ne produit que dédié à la livraison. Stop. Même pas au click and collect, c'est-à-dire le client ne vient jamais. C'est uniquement à livrer. Ce qui veut dire qu'en termes d'emplacement, la dark kitchen est une idée de génie d'ailleurs qui a été inventée par les Canadiens. C'est pas nous qui avons inventé ça, c'est les Canadiens. Ils appellent ça les restaurants fantômes, c'est plus joli d'ailleurs que les dark kitchen. En termes d'emplacement, on peut le mettre dans la 3e rue, en droite à gauche, on peut même le mettre au 8e. On s'en fout, les clients ne viennent pas. On n'a pas besoin d'un emplacement. Juste une extraction quand même. Comment? Oui, pardon, il faut l'extraction. Et c'est uniquement dédié à la livraison. Donc, la question, qu'est-ce qui va se passer demain? Soit des restaurants expérientiels, soit il y aura des dark kitchens et on se fera soit livrer parce qu'il n'y a pas d'expérience à trouver, soit j'irai au restaurant parce que je vais chercher l'expérience. Mais malheureusement, les autres... Et ça pourra même être des dark kitchens partagés, aussi, puisque la dark kitchen peut être utilisée du lundi au vendredi par un restaurateur qui fait quelque chose, et le samedi dimanche par un autre restaurateur qui fait des banquets pour les mariages, par exemple. Mais ça existe déjà. Rentabiliser les équipements au maximum. Mais ça existe déjà, des dark kitchens avec des restaurateurs éphémères qui tournent, des dark kitchens avec des cuisines ethniques, des dark kitchens avec des spécialités. Et en ce moment, sans trahir de confidentialité et de secret, il y a une dark kitchen qui est en train de se monter avec des chefs étoilés. Avec des chefs étoilés. Vous vous rendez compte, la dark kitchen que ça va être? Vous allez avoir 4-5 stars sur une marketplace qui vont vous dire qu'est-ce que tu veux. Une entrée d'Anne-Sophie Pic, un plat de Thierry c'est un dessert de Michalak. Wow. Ça a été aussi une de nos... ça fait rêver. De soulever des questions, justement d'externaliser cette cuisine, pas forcément en pick and go ou en takeaway, mais aussi externaliser via une dark kitchen pour pouvoir proposer des produits de restaurant. Ça fonctionne essentiellement sur du snacking, on est d'accord, mais c'est possible aussi de travailler avec une dark kitchen. Voilà. Est-ce que vous pouvez parler de votre concept? Oui, bien sûr. Alors, on a créé une structure qui s'appelle Purgatory,
Purgatory, sur le thème du purgatoire. On a créé donc un environnement, une identité visuelle très, très poussée sur ce domaine. Et ça nous a permis aussi de multiplier un petit peu les connexions et les corrélations, que ce soit à travers de la restauration, toutes les activités qu'on pouvait proposer. Aujourd'hui, on est parti d'un cas d'étude où on a compris qu'un restaurant n'avait que 2 possibilités, soit sur du midi, soit sur du soir, et qu'il y avait quand même des timings entre-temps qui n'étaient pas vraiment exploités. Et donc, on a voulu essayer de combler ces manques d'exploitation d'un restaurant et proposer, pour générer aussi du flux et peut-être faire connaître aussi dans d'autres créneaux que du midi et du soir, le restaurant, mais sans restauration forcément. Donc, je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre. Est-ce que vous m'autorisez à partager la fiche de site? Oui, bien sûr, avec plaisir. Donc, grosso modo, on est ouvert de 10h à 19h, enfin sur cette deuxième version, parce qu'on n'a pas pu avoir le financement sur la création d'un restaurant en assise, puisque après le Covid, malheureusement, si on n'avait pas créé de restaurant au préalable, la confiance étant minime dans ces jours sombres, on n'a pas pu avoir le financement sur une version 1, qui était pourtant une version 1 avec de la restauration assise. On était en collaboration avec une équipe de jeunes restaurateurs qui s'appelle Botanique, qui ont été élus meilleurs jeunes espoirs par le WMIO et par le Michelin, qu'on a placé un projet à Bordeaux. Je vous recommande vivement d'y aller. Et donc, du coup, on a essayé de façonner une restauration qui soit un petit peu plus dans l'air du temps et qui, justement, s'apparente plus à de l'expérience, mais à un niveau d'expérience quand les gens pouvaient se le permettre. C'est-à-dire que faire de l'expérimental sur du midi, on n'a pas le temps. Ou en tout cas, ce n'est pas le moment où les gens sont vraiment open et ouverts pour qu'on leur fasse 10 minutes de présentation plus produit, ou alors une mise en scène, ou une animation quelconque. Donc, on s'était axé sur une restauration plutôt de type classique midi, par lunchtime, sur une clientèle qui, par rapport au spot où on était, était vraiment axée tourisme d'affaires, clientèle d'affaires, grand public, on va dire. Et par contre, on était sur une restauration du soir avec prise de commande sur un papier craft où on sélectionnait des portions. On était du coup plus sur un modèle de dégustation de plats avec un grammage qui était quasiment identique, entre 80 et 100 grammes à peu près par portion. On multiplie justement les possibilités, donc on était plus sur ce que vous disiez tout à l'heure, entrée, plat, dessert classique que les gens ne veulent plus absolument aujourd'hui. Ils veulent de l'expérience, ils veulent goûter des nouvelles saveurs et pas être contraints de choisir une entrée parmi les 6 proposées, un plat parmi les 8 proposés et un dessert parmi les 4-6 en général proposés sur une carte. Donc nous, on avait l'envie de proposer une façon plus ludique de se restaurer et surtout d'éviter la frustration. On ne voulait pas que les gens se contentent justement à prendre un plat alors que ça force aussi les gens à revenir, c'est vrai. De se dire, la prochaine fois, on goûtera ce plat-là, ce plat-là, ce plat-là. Mais il y a tellement de propositions de restauration, il y a tellement de possibilités de se restaurer que même si les gens ont apprécié votre restaurant, à moins d'avoir un super concept, le nôtre, les gens en général préfèrent tester un autre restaurant, pardon, et du coup, très compliqué de fidéliser une clientèle. Seulement si on a l'environnement, la restauration qui est juste. Je ne dis pas qu'il faut forcément taper sur des hautes volées ou avoir des possibilités de toucher des macarons, mais en tout cas, proposer une restauration ludique, décomplexée, différente. Je pense que là, on arrive sur une proposition qui plaît en tout cas à un large panel de personnes. On est, nous, sur une activité de restauration. Alors, je vais parler du deuxième, là où on a pu avoir le financement. Donc, on est passé de restauration assise à plutôt un snacking premium chic, on va dire, toujours en collaboration avec Botanique. Et donc là, on n'a pas le même système du coup d'encaissement ou de fluidité, puisqu'on a un open space avec une partie vitrine salée. On n'a pas d'extraction, nous. Donc, le challenge, c'est de créer justement une restauration sans extraction, donc sans cuisson, ou en tout cas avec juste de la remise en température, toujours sur des niveaux et des produits de produits proposés de qualité. Et ce qui va faire le plus produit chez nous, c'est la sélection. On va faire un panini, mais on va faire un panini avec de l'encre de sèche. On va logotyper ce panini-là directement avec le presseur de panini. On va, par exemple, créer des condiments qui sont complètement différents. Alors, toujours avec du topping aussi, parce que les gens, ils ont besoin de personnaliser aussi leur repas, ce que je disais tout à l'heure. Donc,
c'est vrai que tout ce que vous c'est vrai que j'étais là en train de vous regarder tout à l'heure, je disais oui, c'est ça. Ouais, c'est ça qu'on fait. Oui, c'est ça qu'on va faire. C'est ça qu'on fait exactement. C'est vrai que, donc, c'est vrai que je me rejoignais sur beaucoup de points, donc c'était assez intéressant de penser être d'être dans le bon élan. Nous, on fait de la restauration, ça prend à peu près 25-30% du chiffre d'affaires, mais à côté de ça, on propose tout un panel d'activités. Alors, nous, on est surtout axé sur la body custom. Je ne sais pas si vous avez un petit peu ma dégaine. Je pense que ça se voit tout ça. Donc, nous, on propose du tatouage, du microblading, de l'extension de cils. On a des créateurs bordelais aussi qui nous font des collections en capsule, spécialement pour nous. Donc, typé un petit peu rock, glam, un peu dans cet esprit-là. On propose tout un tas d'événements autour de la restauration. On fait le samedi après-midi présentation des produits que vous mangez directement. Donc, on propose toujours de mettre en avant les produits que l'on fait. Je parlais uniquement de la restauration, mais on a un atelier bar à jus, un atelier bar cocktail. On fait du pairing entre le cocktail et les snackings que l'on propose également. C'est-à-dire que vous mangez ça, on va vous proposer « Ah, mais si tu goûtes le jus avec… » On l'a créé exprès en collaboration et en fusion des deux. Donc, on a un mixologue qui travaille directement avec Botanique pour savoir quel jus ou quel snack va pouvoir s'accorder. Du coup, on est force de proposition sur un item là et on peut directement recommander. Alors, on propose, on laisse ça, mais quand on propose à une personne que cette chose-là a été créée en fonction de ça, ça marche quasiment à 90%, parce que les gens, ils aiment bien être aiguillés, leur proposer quelque chose qui a été vraiment conçu, et voilà. Donc aujourd'hui, on est sur une ouverture en mai maintenant. La première version, là où j'avais sollicité Ludovic pour un cas d'étude justement, on voulait savoir si la partie pairing street food était vraiment en corrélation avec une clientèle, un public bordelais, parce que on parle beaucoup de chiffres général à la France, mais je suis persuadé que d'une ville à une autre, les études statistiques peuvent aussi énormément varier. Il y a toujours des statistiques nationales, mais entre les préférences gastronomiques de Paris et celles de Marseille et celles de Lyon et celles de Bordeaux, elles changent également. Donc, on a voulu pousser vraiment quels étaient les choix et les désirs d'une clientèle bordelaise. Et on s'est aperçu qu'elle était quasiment sensible à celle de Paris. Donc, je pense que le lobster à 18 € place Gambetta va fonctionner. Parce que élitiste et parce que les gens aussi ont besoin de se ranger dans des catégories un petit peu. On va dans tel restaurant parce qu'on sait que c'est tel et tel public qu'on va y retrouver. On sait que si on va manger là, un petit peu dans cette mouvance-là. Purgatory est un concept qui est très fort en identité visuelle et on sait qu'on va toucher aujourd'hui une génération. Moi, j'ai 40 ans, donc je suis la génération des millénials. On a beaucoup voyagé, on a beaucoup baroudé, on a été dans beaucoup de pays, on est cette génération qui avons beaucoup voyagé. Et aujourd'hui, on n'est pas cantonné à une simple cuisine gastronomique française qu'il fallait juste revisiter. Il fallait introduire des épices de là, parce que ça parle un petit peu aux gens qui ont été en Asie, par exemple. Il fallait mélanger. Alors, on parle de fusion food depuis des années déjà. Mais je pense qu'il faut axer un restaurant aussi par rapport à une génération de personnes que l'on a envie d'attirer aussi, et quels sont les goûts qu'ils veulent retrouver aussi. Alors, on est parti de tout ça pour façonner un établissement et proposer une restauration qui soit plus ludique, plus accessible, on peut manger du gastro, mais on n'a pas forcément envie d'un service qui soit pompeux, où le mec passe… Alors, c'est bien d'expliquer une carte et compagnie, mais quand le mec passe 10 ans à vous expliquer un plat, ah, finalement, je vais pas le prendre celui-là, et qu'on repart, sculpte sur autre chose, des fois, nous, on adore manger, on adore se fréquenter des beaux établissements, on se fait très plaisir avec des 2-3 Macs, il n'y a pas de souci. Et on a vu qu'à un moment donné, on se sentait regardé, on se sentait observé, parce qu'on avait un style qui n'était pas dans la mouvance du moment, en tout cas des gens qui nous entouraient. Et pourtant, on adore bien manger, on n'est pas à mettre de l'argent dedans. Et on s'est aperçu qu'il n'y avait pas une restauration poussée premium avec des bons produits qui nous ressemblaient au final. Voilà. Donc voilà, on s'est fait plaisir. Un peu, à notre image. Voilà. Je peux rebondir. Oui, ça me fait penser à quelque chose, donc bravo déjà pour le concept. Enfin, c'est top. Ça me fait penser à, finalement, je pense qu'il est très difficile de dire un type de restauration. Ouais.
En fait, je pense qu'on va vite. Enfin, moi, je vois ça comme ça. Ça n'engage que moi, évidemment. Et finalement, on peut, par extension, il y a autant de restauration que d'individus sur Terre, parce que finalement, chacun est unique, chacun a ses goûts. Et voilà, donc on revient vite au concept fondamentaux marketing du finalement, quelle segmentation je vais donner, quelle typologie de personnes, parce qu'on peut évidemment pas créer 7 milliards de restaurants, mais on peut commencer à faire effectivement, je reviens sur les thématiques, resto taille, un resto, peu importe. Donc il y a cette notion en fait, de marketing. Et en fait, en faisant un peu le lien de ce que tu viens de dire et ce que vous disiez tout à l'heure, en fait, peut-être que le restaurateur de demain, sans le savoir, va quand même fortement se lancer dans du marketing, connaître son client, connaître comment le cycle d'achat du client, d'accord, comment bien communiquer avec ce client. Parce qu'au final, on parlait d'Instagram, est-ce que c'est Instagrammable? Oui, effectivement, aujourd'hui c'est Instagram, demain, qu'est-ce que ce sera? Point d'interrogation. Mais on va rentrer, en fait, pour se faire connaître, c'est bien se connaître soi-même, c'est bien se connaître son client, et c'est aussi bien se faire connaître. Et ça, c'est ultimement hyper marketing. Je suis du marketing, je te coupe, parce que moi, je suis du marketing et du commercial à la base, mais ma première passion, c'était de vouloir travailler dans la restauration. Alors, j'ai travaillé pour les Frères Porcel, je suis parti à Shanghai, je suis parti à Marrakech pour eux, je suis parti à Londres pour eux, pour ouvrir des établissements pour les Frères Porcel. Coaider au développement marketing, communication et commercial du restaurant. Donc, voilà, ça, c'était mon étiquette, mon cursus scolaire, on va dire, mais toujours adapté à la restauration. Et j'ai eu la chance d'être aussi directeur clientèle pour un traiteur qui s'appelle Curtis, qui fait partie du groupe des 5 avec Pétel et Chabot, Dalloyau, Fauchon, Le Nôtre, bref. Et donc, j'ai eu aussi cette partie événementielle ou animation client devant le client, très important d'avoir une interaction clientèle. Et c'est ça aussi qui nous a permis de se dire, OK, il y a vraiment quelque chose à faire entre toutes ces forces et savoir qu'aujourd'hui, si tu ne connais pas ton client, ce qu'il recherche, ce qu'il aimerait, tu vas dans le mur. Si tu as une conviction, si tu te dis, moi, mon kiff, c'est de faire de l'œuf, et par contre, je cuisine de l'œuf, c'est bien, mais tu es sûr que tu vas pouvoir en vivre, que de faire du monoproduit œuf, c'est juste pas possible, ce que disait monsieur tout à l'heure. Donc, avoir une volonté de faire de la restauration parce qu'on aime ça, oui, mais si c'est que pour soi, non. Et si on connaît mal son client, je t'ai coupé, mais si on n'étudie pas le client et ses attentes, c'est sûr qu'on meurt et qu'on va dans le mur. Est-ce qu'on ne peut pas justement lier les deux? Enfin, c'est ça le thème, c'est on a une passion qu'on va mettre en avant, et en fait, finalement, il y a tellement d'individus qu'il va y avoir une certaine résonance, il y a un certain niveau, il y aura un degré de résonance qui va parler et qui va faire que effectivement, le resto va marcher. Donc, mais donc le restaurateur, est-ce que le restaurateur de demain finalement va faire par passion? Est-ce qu'on ne va pas se retrouver face à alors, je distingue du coup deux choses si je reviens au thème, c'est la dark kitchen. Et la dark kitchen, moi j'aurais un petit commentaire quand même. Donc, soit effectivement restauration thématique. Donc là, effectivement, on va maîtriser, restauration plutôt, je vais le reformuler, passion, quelque part, en tout cas thématique passion, avec des clients qui vont adhérer à une manière de communiquer. Donc quand même, peut-être que le restaurateur il va avoir besoin de conseils. En fait, tout ça pour dire que d'un point de vue éditeur logiciel, il y a aussi un accompagnement typé conseil. Parce que un restaurateur est restaurateur. Il n'a pas forcément fait d'études de marketing. Et donc, c'est aussi, en fait, on voit ça comme ça chez Addition, d'accompagner sur ces thématiques-là. Parce que c'est dans l'intérêt de tout le monde. Enfin, nous, c'est dans notre intérêt que nos clients réussissent. On n'a aucun intérêt à ce que ça ne marche pas. Donc, l'idée, c'est que le conseil va sûrement prendre de l'ampleur. En tout cas, c'est notre croyance. Ça, c'est pour la restauration thématique. Je reviens sur la partie Dark Kitchen, ce qui est important aussi, parce que c'est une réalité, hein, ça existe d'ores et déjà. Alors, il y a des plateformes alors aujourd'hui, qui phagocytent, hein, on ne va pas se mentir, je cite peut-être des mots un peu violents, mais qui phagocytent le marché, en tout cas qui couvrent une quasi-intégralité du marché et qui, dans le modèle économique du restaurateur, ont un impact non négligeable. Sur ce sujet-là, je pense que vous avez raison. Dark Kitchen, oui, effectivement, je suis assez aligné sur ces deux grandes tendances.
d'un point de vue l'addition, en fait, ce qu'on souhaite encore faire, parce qu'il n'est jamais trop tard, et surtout pas maintenant, c'est d'essayer, encore une fois par cet aspect édition logicielle, d'essayer d'apporter une certaine autonomie du restaurateur. Comment faire pour que le restaurateur, même si effectivement il tend vers un modèle dark kitchen, puisse être autonome de ces mastodontes de la restauration, parce que c'est vraiment, pour le coup, hyper différent. C'est-à-dire que là, on n'a plus aucun contact avec le client, plus aucun. On est producteur de biens, bien culinaire, mais producteur de biens. Donc, finalement, est-ce que on fait tout ça pour ça? Je ne sais pas. Est-ce que il n'est pas encore un peu de temps d'essayer de donner une certaine autonomie? En tout cas, chez Addition, on souhaite, en tout cas, essayer de le faire. Est-ce qu'on y arrivera? Je ne sais pas. Mais en tout cas, on souhaite essayer d'offrir cette autonomie au restaurateur parce que, quelque part, je reviens à la brique fondamentale, c'est bien souvent, alors c'est Pareto en 80, dans 80% des cas, les restaurateurs créent un restaurant par passion. Je reviens soit sur le contact client, soit sur la restauration en tant que telle. Je rejoins ce que vous disiez tout à l'heure. Moi, perso, je suis ingénieur de formation. Je me suis beaucoup posé la question à ouvrir un restaurant. Rien à voir avec les études. Et en fait, on constate aujourd'hui, moi, dans ma base clientèle, j'ai beaucoup de nouveaux clients qui sont pile typés sur votre description. Une thématique, petits endroits, relation client. Et la plupart viennent d'écoles de commerce, ont eu une première série d'expériences entre 5 et 10 ans dans des multinationales, très bien gagné leur vie, et se retrouvent aujourd'hui à se dire, mais en fait, c'est pas moi. Reconversion. C'est pas moi. J'ai une intervention sur le site qui rebondit sur ce que vous voulez dire. La fiche de Florence qui est là. Elle écrit devant la multiplication des propositions, il n'est plus question d'opposer les métiers et les compétences. J'interviens au sein de Vatel, entre autres, parce que j'ai des compétences en com, en événementiel, en management, et parce que je connais le secteur de la restauration et le métier de bouche. Pâtisserie, particulière. Et effectivement, en fait, quelque part, 80%, donc je reviens parce que je parle, 80% de passion, et effectivement, il va y avoir une vingtaine qui le font, soit parce que... Alors, si on parle un peu de la restauration hôtelière, par exemple, aujourd'hui, il n'y a pas d'hôtel de standing supérieur qui n'a pas quasiment obligatoirement une restauration. Est-ce qu'on est encore, comme vous dites, alors bien sûr, il y a des chefs étoilés, dans les Shangri-La et autres. Est-ce que la restauration d'hôtel, elle répond même, disons, au principe que ce que vous avez évoqué, de la restauration passion, de la restauration d'hôtel, ça fait 30 ans qu'ils sont dans le mur. Oui, et ils y sont encore aujourd'hui. Alors, comment vous voyez la restauration hôtelière? On est bien obligé. Attendez, parce que quand vous avez un des fondateurs du groupe Accor qui a dit il y a 30 ans la restauration est un mal nécessaire devant tout son staff mondial. C'est toujours comme ça. Eh bien, c'est une catastrophe. Beaucoup d'hôteliers, c'est encore considéré. Eh bien, c'est une catastrophe. Quand vous voyez ce que fait le groupe Accor et ce que fait Louvre-Hôtel, ils font n'importe quoi en restauration. Et ils se plaignent que ça leur coûte de l'argent. Ben oui, vous avez déjà envie de manger tout seul dans une salle Ibis le soir à 21h. Attendez. Je peux me permettre, parce que dans la plupart des hôtels, si la restauration est assimilée à un service à une clientèle, parce qu'ils concentrent tout leur merchandising, marketing, le reste sur la partie hôtel, spa et quoi que ce soit d'autre qu'un hôtel peut offrir. Ils oublient la restauration. Vous avez quelques groupes hôteliers où les meilleurs de ces groupes dans lesquels j'ai pu travailler personnellement ont réussi à associer un groupe hôtelier qui gérait simplement la partie hôtel et où ils ont mis un groupe de restaurateurs qui gérait la partie restauration. Et je l'ai vu dans tous ces endroits, principalement à Londres, quelques-uns à New York, où en fin de compte, vous avez le meilleur des deux mondes. Vous avez des gens qui viennent pour l'hôtel, pour y coucher, pour prendre leur petit déjeuner, mais derrière tournent, excusez-moi mon franglais, mais convertissent des sleepers en eaters. Et pourquoi? Parce que vous avez un bar qui est plein, avec une atmosphère, de la bonne musique, des cocktails, avec un restaurant qui fait du brouhaha parce que plein de gens de l'extérieur, donc une clientèle comme dans un restaurant trendy. Et du coup, ces hôtels-là arrivent à faire fonctionner leur F&B, mais simplement parce que c'est des hôtels aussi qui sont gérés au niveau F&B par des consultants extérieurs. C'est difficile aussi, certains hôtels ou certains palaces à Paris, notamment par exemple le Shangri-La, quand ils ont ouvert leur restaurant japonais, au départ, ils ont été très critiqués et parfois ri un peu sur ce nouveau concept. Au final, il a fonctionné, mais tant que ça prenne,
dès qu'on diversifie un peu l'offre et qu'on s'éloigne du traditionnel, c'est compliqué pour les. Enfin, là, on parle du Shangri-La, du Plaza Athénée qui représente Oui, ça. Ils- Moi, je vous parle des hôtels en France Ah bah oui. qui ont aujourd'hui un taux de captage sur leur restauration, tenez-vous bien, de 25%. Ça veut dire qu'il y a 75% des gens qui déposent leur valise dans la chambre et qui se cassent ailleurs. Il y a un problème quand même. Je suis d'accord avec vous, il y a quand même depuis 2-3 ans sur les nouvelles opus des boutiques hôtels qui sortent un petit peu, qui commencent à incruster une restauration un peu plus, à moins neutre que ce que l'on retrouve dans les groupes. Il y a surtout une génération qui arrive, et là, je suis un peu co-responsable de les avoir orientés là-dessus, je leur ai dit, vous êtes des hôteliers, ok, alors on va inverser le problème, soyez d'abord des restaurateurs, au-dessus duquel vous logez des gens. Et je vais vous citer des exemples que vous connaissez très certainement, Hoxton, Hôtel des Arts et Métiers, Mama Shelter, évidemment, qui est d'abord un restaurant avant d'être un hôtel, et Hôtel des Grands Boulevards. Prenez ces 4 hôtels-là, ils ont tout inversé. Ce sont d'abord des restaurants, avant tout des restaurants. Il y a des gens qui viennent déjeuner ou dîner au Hoxton qui ne savent même pas qu'il y a des gens qui dorment au-dessus. Mais on s'en fout. La réception, elle est introuvable à l'Hoxton. On ne sait pas où est la réception. Mais ce n'est pas grave, parce que si vous avez réservé une chambre à l'Hoxton, vous la trouverez bien à la réception. Et ce que les hôtels ont fait depuis 25 ans, c'est qu'il y a le lobby, etc. Et au fond, à droite, là, il y a le restaurant. Puis ils ne communiquent même pas sur le restaurant, en plus, ils communiquent sur l'hôtel. On ne va pas manger dans un hôtel. Il y a des gens qui ne veulent pas rentrer dans un hôtel pour aller dîner ou déjeuner. Après, est-ce que vous ne pensez pas que les certifications hôtelières étaient plus faciles à obtenir que les certifications restaurants? Les étoilés et tout ça, ce n'était pas aussi accessible au tout le monde. À l'époque, on arrivait plus à aller chercher un 3 étoiles, 4 étoiles, plutôt qu'aller chercher une top ou un étoile, 2 étoiles Michelin. C'est peut-être aussi ça, non? Le côté complexifié de la chose pour aller chercher une reconnaissance sur un restaurant. Mais pourquoi un restaurant d'hôtel devrait chercher une reconnaissance? Certains d'entre eux ont essayé. Ah oui, donc on parle de Les châteaux, par exemple. Voilà, on est dans les châteaux, Shangri-La, tout ça. Ça, c'est rien par rapport à l'hôtellerie française. C'est tout petit. Moi, je vous parle des 2 étoiles, des 3 étoiles qui sont partout en France. Ils ont une restauration catastrophique. Je ne dis pas ça parce qu'ils ne sont pas là. Je leur ai dit. Il me dit, ouais, tu as raison, mais nous, on est des hôteliers, on n'est pas des restaurateurs. Ok, donc on tourne en rond. Dans le panel ce matin sur le tourisme humain, j'ai fait une intervention un peu généraliste, il y avait un des représentants d'Accord du Sud-Ouest, il a évoqué le sujet de faire en sorte que dans le Limousin, il avait très envie, dans ces hôtels d'Accord du Limousin, la viande, c'est sur un petit peu de l'usine. Donc ils ont commencé à faire ça. Ensuite, il y avait la notion de producteurs locaux, donc, encore là, mais ils ont conscience de ça et ils essayent par rapport de le faire. C'est ça que s'il y a un vrai ADN, une vraie histoire, une vraie passion, c'est clair qu'il faut des choses différentes. Je vais juste revenir sur 2-3 clichés. Je voudrais juste compléter ce que vous venez de dire, qui est très très juste. Je vous conseille, la prochaine fois que vous passez à Paris, d'aller voir le Novotel de la Porte de Versailles. Alors là, vous allez halluciner. Vous me dites, on n'est pas chez Accor. Ils ont enfin compris que tout le rez-de-chaussée de l'hôtel, ça c'était du food instagrammable. On passe un moment, ce sont des lieux de vie alimentaire. Et au Novotel de la Porte de Versailles, cherchez la réception. Si vous la trouvez, bravo. On ne sait pas où Est-ce qu'ils sont obligés de passer par la centrale d'achat Accor? Parce que moi, on a des étudiants en restaurant dans des Novotels et qui disaient le Novotel, on ne pouvait pas faire ce qu'on voulait parce qu'on était contraint d'acheter 80% de nos achats par la centrale d'achat. Plus aujourd'hui. Donc, on ne pouvait pas faire ce qu'on voulait. Plus aujourd'hui. Ça a changé. Ça a évolué. Et Accor a raison de donner des libertés au bloc Novotel et à la géographie. Ils ne donnent pas la même liberté à Ibis, c'est dommage. Ils ont dit Novotel, vas-y. Juste pour compléter, pour parler de modernité et d'ouverture des cuisines, entre guillemets, sans être un grand historien de la gastronomie, Paul Bocuse a révolutionné aussi la cuisine parce que déjà très très longtemps, il a été le premier à être en salle pour raconter l'histoire de l'Italie et il était le premier à un tout petit peu ouvrir, c'est pas de wok, un tout petit peu ouvrir les cuisines de colons de Mondor et c'était révolutionnaire, ça a choqué certains, mais en tout cas, je pense qu'il a montré le chemin aussi. Je vais juste revenir sur ce que je vous disais tout à l'heure, qui va dans le sens de ce qu'on dit, localité, production, expérience racontée des gens qui servent. Et pour raconter l'histoire, il faut connaître les produits, il faut connaître les producteurs. Il y a une démarche que vous connaissez très bien, que j'ai évoquée ce matin, c'est le Collège culinaire de France, qui a été mis en place avec donc 1500 restaurateurs de qualité, qui cooptent, par un appel, et des producteurs de qualité. Avec cette notion, exactement ce qu'on est en train de raconter, au-dessus de tout ça ou à côté de tout ça, il y a effectivement des chefs étoilés, c'est vrai que ce n'est pas pour eux. Derrière, à l'origine, il y a eu Thierry Marx, c'est mon truc, comme si les uns les autres se détestent, mais après, ils sont une quinzaine dans le dispositif. Mais en tout cas, ce qui est vrai, quand il y a l'Assemblée générale à Paris, les chefs sont là, mais ce n'est pas pour eux. En fait, il n'y a que des restaurateurs de Camargue et Vendée, encore sur un peu commun,
et les producteurs de qualité. Et quand on voit effectivement le gars avec son enduit de Guémenou qui était chez Siemens en Allemagne, il reprend le truc de son arrière-grand-père pour faire de l'enduit de Guémenou, je suis un peu beau, sous les aisselles, c'est génial. Quand on voit la nana qui fait du piment d'Espelette, le gars qui fait du saumon bidule, le cochon de corps, donc il y a effectivement une localité. Les producteurs parlent vraiment de leurs produits, et donc les restaurateurs qui sont habitués sont capables, de comprendre les produits, d'en parler intelligemment avec des complices. Donc, ce que j'expliquais au gars d'acteur ce matin, c'est ça, c'est que je les avais rencontrés un peu dans une dynamique comme ça il y a 4 ou 5 ans, ils auraient pu, enfin, c'est compliqué, mais pour les autres, c'est possible. Donc, il y a effectivement des écosystèmes assez sains traduisent ce que vous étiez en train de définir comme modèle. J'avais une autre question sur les étoiles. Je vais juste vous répondre sur le Collège culinaire de France. Vous les connaissez très bien. J'ai même fait une conférence avec eux la semaine dernière. Je leur ai dit excellent. Mais pourquoi vous ne communiquez pas ça grand public? Qui sait ce que c'est, ce petit truc blanc avec les petites étoiles Collège culinaire de France? Une application digitale. Et on a eu le même problème avec les maîtres restaurateurs. On a pondu ça en 2009. Mais qui est au courant de ce truc en laiton? Il y a marqué maître restaurateur. Ça veut dire quoi? On pond des super labels et on ne les vend pas. Et on ne les vend pas. C'est clair. Sur l'appli, il y a une appli qui est faite. Quand on choisit un restaurant Collège culinaire à Bordeaux, il y a l'application, je clique, je sais ce qu'il y a. Oui, encore faut-il que j'ai téléchargé l'appli. Je te laisse l'application. Voilà, le grand public, il ne sait pas ce que ça veut dire. La deuxième question, c'était sur les étoiles vertes du Michelin, j'ai fait l'ancien de l'histoire. J'ai une troisième question sur la spiruline marine. Je suis un peu breton. La spiruline. Non, la spiruline marine, est-ce que c'est une pépite en or? Je dis ça parce qu'il y a une femme qui fait ça en Bretagne, qui a beaucoup de talent, qui est passionnée. En complément protéinique, c'est cool. Oui, alors là, c'est juste. Après, non, mais sur les étoiles vertes du Michelin, c'est l'ancien de l'histoire, ça va dans le sens de ce qu'on dit. Non. Non. Voilà. Dites votre point de vue. Non. C'est pas Non. Je ne comprends pas pourquoi le guide Michelin stigmatise ou met en avant le fait d'une étoile verte. Le vert, le green, devrait être intégré dans le choix d'obtention des étoiles. Pourquoi on met ça à part? Je peux avoir une étoile verte, mais je n'ai pas une étoile normale. Je ne comprends pas trop. C'est vrai que la logique, en fait, le comportement développement chez les restaurateurs, chez les publics. Dans les critères d'attribution des étoiles, il faut introduire le développement durable et l'écologie. Mais je veux changer les idées, eux, ils sont visés par ça, mais les générations d'avant, c'est moche à dire, mais que ce soit vert ou pas, à l'époque, on s'en moquait un peu. Exact. C'est aussi le temps, peut-être, que tout ça arrive. Là, pour eux, c'est primordial, enfin, pour leur génération, qui est pas trop loin de la nôtre, c'est primordial, mais avant, ça ne l'était pas. Donc, il faut aussi le temps que tout ça arrive. C'est peut-être pour ça qu'on est c'est parce que les 27 3 étoiles ne sont pas très green. Bah non, ça c'est sûr. Ça s'avérait. Apparemment, oui. Oui, une question qui est plus large. En fait, aujourd'hui, il y a une tendance assez faible qui s'appelle l'hybridation des lieux. Ce que disait tout à l'heure Thomas, c'est l'optimisation de l'espace. Ouais. L'hybridation, en fait, c'est créer des lieux de vie dans lesquels on va retrouver un cabinet médical avec un restaurant, un hôtel, etc. Je sais que par exemple, le nouvel aéroport de Kuala Lumpur est entièrement conçu comme ça, donc des espaces de vie plutôt que des espaces d'hébergement, de restauration. Donc, c'est des endroits où, par exemple, le nouveau parc OL à Lyon, en fait, c'est des espaces de vie où les gens vont passer une journée là-bas. C'est pas juste aller manger, mais aller manger au cinéma. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ça? Alors, on n'est pas encore exactement là en France. Par contre, on a entamé quelque chose en France qui est regardé du monde entier parce que ça n'existe nulle part ailleurs. C'est l'hybridation de commerce de bouche avec de la restauration. Je m'explique. On a des poissonniers restaurants. On a des bouchers restaurants. Les fameuses halles. J'incite, moi, les primeurs. J'incite les primeurs à se lancer. J'incite les primeurs à se lancer dans les jus, les smoothies et les soupes. Ah ouais. Qui mieux que eux peut faire des jus, des smoothies et des soupes. Et voilà, bon produit. Et on va vachement plus loin maintenant, parce qu'aujourd'hui, il y a des coffee shop fleuristes. Coffee shop fleuristes. Et il y a 5 ans, on a monté avec Mauboussin sur les Champs-Élysées un salon de chocolat dans Mauboussin. Pour les bijoux. Ouais. Mais attends, les tout le monde sait que c'est Mauboussin. Attendez. Cette hybridation-là est extrêmement cohérente et intéresse beaucoup de consommateurs. Pourquoi? Parce que chez qui je peux manger un meilleur poisson que chez un poissonnier? Chez qui je peux manger une meilleure viande que chez un boucher, etc. etc. Donc, c'est bien vu, les métiers de bouche avec la restauration. Et ça crée des lieux de vie alimentaire thématisés. Parce que, et quand vous allez chez la Reine Mère, le poissonnier restaurant dont je parle, qui s'appelle la Reine Mère, quand vous vous asseyez à table, il vous dit, si vous vous levez, allez voir le gars sur le banc de poisson,
Et vous arrivez là, vous dites, ah bah j'aimerais bien du bar. Oh, je te conseille le turbo. Mais le turbo, tu le veux comment? Entier ou en filet? C'est génial. Mais c'est génial. Mais là, ce que je Souvent, disais, ces concepts-là ont été rapidement déviés parce qu'au départ, ils démarrent comme ça. Et puis, les producteurs ont de plus en plus de mal à avoir le double métier de producteur et de restaurateur. Et je vois les halles de Bacalan, par exemple, qui sont juste à côté de nous. Hein, beaucoup de stands qui, au départ, étaient prévus pour être des stands de producteurs, disons dégustation en même temps, sont devenus en fait des stands d'Italiens, de commerçants, et puis des stands de producteurs. Donc, ils ont du mal à respecter le concept. Vous savez, l'hybridation dont vous parlez, c'est la déclinaison à partir des food courts et des food halls. Hein. Oui, c'est ça, exactement. On est dans cette trajectoire-là. C'est ce quand je vous disais tout à l'heure de la vague de plus en plus grande, c'est eux. Et le SAT de plus en plus petit, c'est pas eux justement, c'est le service à table. mais l'activité reste axée sur de la restauration. L'hybridation que je pense que Ludovic voulait développer, c'était le fait d'avoir une activité restauration et pas uniquement axée sur la restauration, à savoir on vous propose une poissonnerie, vous mangez du poisson, on vous propose une viande, vous mangez de la viande. Il y a de la restauration et à l'intérieur de cette même restauration et à l'intérieur d'un lieu, il y a une restauration. Et l'important est de faire un petit peu le panel sur plusieurs activités qui permettent justement de rester dans un lieu pour avoir plusieurs activités. Ce soit alors je sais pas, c'est animation, entertainment. Aujourd'hui, quand il y a une personne qui veut manger, il veut aussi peut-être optimiser son temps. On a 3-4 heures à tuer un petit peu dans l'après-midi, j'exagère, mais on veut s'acheter une sape, on veut se pimper un petit peu. Enfin voilà, essayer de trouver un intérêt supplémentaire au simple fait de se restaurer simplement. Alors attention, les limites de l'hybridation, c'est l'incompréhension du client de qui on est. Donc, oui, il faut une cohérence dans l'ensemble. Il faut qu'il y ait une trame, une ligne directrice qui reste un petit peu. Et ce que l'on constate, on va bien manger, puis en plus, on peut encore aucun. Et ce qu'on constate dans l'hybridation à ce jour, c'est qu'il y a toujours une activité qui prédomine sur l'autre. Malheureusement. Oui. Il faut qu'elle soit très. Finalement, est-ce qu'il n'y a pas deux concepts totalement différents? Il y a ce que vous appelez le concept de la restauration et le concept de l'alimentation. C'est-à-dire qu'on a besoin de s'alimenter au travail, elle dit il faut manger, on s'alimente. Restaurateur, parce qu'on fabrique la restauration. On prend des concepts, à la limite, la pizza et la pizzeria 100% digital. Il n'y a même plus un client, plus un serveur, il n'y a plus un serveur, il n'y a plus un cuisinier. Donc c'est ce que j'appelle de l'alimentation. Et puis il y a la restauration dont vous parliez, c'est les deux extrêmes. C'est les deux extrêmes. On peut pas segmenter ça en alimentation parce qu'il y a plein de consommateurs qui vont vous dire c'est pas que alimentaire et nécessité quand je me tape un sandwich super bon de midi. Et ce que vous disiez sur les. C'est vrai, bon, attention, il y a une montée en gamme du snacking qui est unique au monde. Hein. J'ai l'exemple dans ma Bretagne, à Port-la-Valo, il y a Ruiz Pizza, pour très devant. La pizza, techniquement, elle est préparée par des gens qui font ça toute la journée. Et le saumon, il vient du producteur de Vannes, et la bouille, il vient de producteur à côté, et le fromage, il vient de la pomme de Ruiz. Donc c'est un truc, on met 5 balles, et on a effectivement. C'est du locavorisme. Effectivement. Du coup, quand on va là-bas, c'est pas seulement je mange une pizza, c'est que je sais que, il y aura la tome de Ruiz d'à côté, et en plus, ça n'est pas plus cher. 2, il y aura l'explosion molécule. Et ça, c'est de l'expérience. Et ça, c'est de l'expérience. Moi, je me suis amusé à faire ça avec les enfants, mais c'est vrai que c'était. Mais s'il n'y a pas d'expérience, l'expérience était bonne et le produit exceptionnel. S'il n'y a pas d'expérience, il n'y aura que des cartes kitchen demain, je maintiens. Quel intérêt d'aller dans un restaurant demain s'il ne passe pas d'expérience? Je me répète. Hein. Et les produits qu'on se fera livrer sont de qualité de plus en plus haute, vous allez voir. On va se faire livrer des trucs à tomber par terre parce qu'il n'y a pas d'expérience à trouver. Aujourd'hui, on est sur une carte avec entre 12 et 14 refs en snacking. La question n'est même plus de savoir qu'est-ce que l'on va proposer en termes de référence produit, mais à savoir comment on va le mettre en animation. Qu'est-ce qu'on va faire, comment on va pouvoir le faire jouer ce que l'on a en vitrine pour que la personne qui soit en face de nous ait le sentiment d'avoir, c'est ce que vous disiez à juste titre, c'est vraiment de répéter quasiment ce que vous dites, mais le petit topping, la petite touche finale, même si ce n'est pas sur 80% de la recette finale que la personne va pouvoir jouer dessus, mais ne serait-ce que sur 5-10%. Sur la finalité, en fait, j'étais la feuille en or. Peut-être sur comment c'est la dernière serviette ou peut-être le montage. Je vais vous citer deux exemples expérientiels, moi, qui m'ont beaucoup marqué. Les gars de Big Mama dont on parlait tout à l'heure, ils m'ont entendu dire qu'il ne faut pas arriver à une table en leur disant est-ce que vous voulez la carte de dessert, ok? Donc ils m'ont dit plateau avec des pâtisseries, tout ça. Ouais, c'est pas mal, ça existe aux États-Unis, vous l'avez vu tout à l'heure.
Non, mais chariot, on n'a pas la place, ça coûte trop cher. Bon, d'accord. Ils ont eu, à un moment dans leur restaurant, un geste complètement dingue. Ils vous débarrassent les pizzas et les pâtes, ils vous disent rien. Ils arrivent avec un plaque de tiramisu, et ils se penchent vers vous en disant combien je t'en mets. Là, on passe à vraiment du service. Okay, et je continue toujours avec eux. J'étais un jour chez Palatino, vous connaissez, puisqu'on est à Bordeaux. Ben, je crois que c'était le jour où j'étais avec vous. Voilà. J'ai assisté à un truc. Et les fondateurs me disent que c'est absolument pas fabriqué, je ne les crois pas. Je vous explique. On est à 2 chez Palatino, je suis avec un de mes clients, on discute, etc. Et je lui dis, il faut absolument qu'en dessert, tu prennes le tiramisu, parce que tu as un tiramisu, c'est machin. Et on arrive le dessert, et c'est un monsieur qui nous sert, il nous débarrasse les pizzas et les pâtes, et il y a une fille qui arrive, qui n'est pas du tout dans son rang. Elle arrive, elle dit, vous êtes à la fin des repas, il faut le prendre de la tarte au chocolat. En plus du tiramisu? Non, attendez, on n'a rien commandé encore, on n'a rien commandé. Il faut absolument prendre la tarte au chocolat. Elle est comme ça, c'est une italienne, la fille. Et j'ai dit, ouais, c'est sympa tout ça, parce que la tarte au chocolat, c'est waouh. Et je dis à mon client, non, on va prendre le tiramisu, parce que je voudrais te montrer le tiramisu. OK. Et le gars arrive, on lui commande 2 tiramisu, il fait tiramisu, machin, etc. La fille, elle revient dans son rang, qui n'est pas son rang. Elle se range à nous, dit, vous n'avez pas pris la tarte au chocolat? Alors on lui dit non, on a pris le tiramisu. Et vous savez ce qu'elle nous dit, la fille? Donc vous êtes obligé de revenir. Ça, il y a 2 possibilités. Soit c'est une séquence de service qui est fabriquée, et alors là, bravo, eux me disent non. Soit la fille, elle prend cette initiative-là, mais sa fille, il faut la garder, moi je vous le dis. Hein. Ça, c'est du service. Mais ouais, c'est ça le service en restauration. On est compte, elle est sortie de son rang, elle n'est pas dans son rang, la fille. Elle est venue 2 fois à la table. Vous auriez pu faire moitié-moitié. Hein. Ouais, mais on voulait absolument le tiramisu. Moi, j'étais obsédé par mon tiramisu. Elle est commissionnée à 40% sur la tarte. Ouais, c'est ça. Si ça tombe, il y avait un challenge tarte au chocolat, je vois. Bien sûr. Ah oui, bah, ça l'est. Ça l'est. Il faut dire que ça a été fait. Mais peu importe la raison. Elle a fait 2 clients satisfaits en termes de service. C'est ça qu'il faut. C'est ça. Et faire du spectacle. Faire du spectacle. Elle est bonne la tarte au chocolat au final ou pas? Ben non, je ne suis pas revenu la manger. Donc, Voilà. C'est pas un bon exemple. Ouais, ça me fait penser à une question. Alors, je reviens sur la Dark Kitchen, parce que là, effectivement, c'est l'expérience ultime, quelque part. Vous avez vécu, vous avez eu un bon restaurant, une bonne expérience gustative et un staff sympa. Sur la Dark Kitchen, finalement, est-ce qu'on peut, et là, je me tourne vers Stéphane, parce qu'on en avait discuté vendredi, On sait qu'il est là. comment on peut effectivement essayer de donner cette envie aussi demain sur une Dark Kitchen? cette envie de quoi? D'aller sur cette tarte au chocolat, par exemple. Il y a une dark kitchen? Oui, il y a une Dark Kitchen. Aujourd'hui, enfin demain, vous avez, si je me limite à ce qu'on vient de dire, et je le dirai volontairement, vous allez soit dans un restaurant hyper thématique, avec une expérience de malade, soit vous prenez à emporter. Mais je reviens sur le prenez à emporter, c'est comment, moi je suis utilisateur, comment je choisis, quoi. Hier, j'ai eu la chance d'arriver à 22h30 à Bordeaux, j'arrive à 22h30, je sors de l'hôtel, je me dis tiens, bon, où est-ce que je vais pouvoir manger? Je sors. J'ai bien compris que j'étais en galère. Voilà. Dimanche soir, donc j'ai compris qu'il y avait un problème. Donc je rentre et c'est ça. J'ai appris. Je le sais maintenant. C'est déguisé. Hein. Du coup, non mais la question s'est posée et donc je me suis retrouvé sur Uber Eats pour pas faire de pub. Uber Eats et je me suis dit, bon ouais, j'ai bien mangé, j'ai un truc ça entre guillemets. Je prends des sushis. Voilà, sushis. Vous retrouvez à Bordeaux, vous connaissez rien, sushi. Et là, tout. Et je choisis lequel. À 22h, il ne devait pas y rester beaucoup. Hein. Si, en fait, si, étonnamment. En fait, là, la question qui s'est posée, en fait, après, par extension, moi, j'ai eu 2 critères de choix. Après, à voir vers quoi ça peut tendre. Visuel et tarif. Non, c'était pas visuel et tarif, c'était visuel et notes. Effectivement, visuel et notes. Donc, la question qui peut se poser en tant que restaurateur, c'est si je décide d'aller vers un modèle pas thématique, mais dark kitchen, comment je me dis, est-ce qu'il y a des clés, est-ce qu'il y a des astuces, est-ce qu'il y a des choses à faire pour justement se distinguer de tous mes petits camarades
qui ont une dark kitchen qui fait rigoureusement la même chose que moi. Visuel. Visuel et Visuel, explicatif. 3D. Et Stéphane? Ah, je disais du visuel, du 3D pour arriver à le voir. Parce que tu achètes avec les yeux. Ouais. À ce niveau-là, tu achètes avec les yeux. Et vous verrez qu'aujourd'hui, sur les marketplaces, Uber Eats, Deliveroo, on a de la photo. Vous verrez qu'un jour, on va passer à la vidéo. Ouais, Mais attention, et en fait, Attention, et voilà, en fait, c'est ça, c'est que la photo, c'est la photo du McDo dont on parlait tout à l'heure, où waouh, il est beau. Et puis on va chez McDo et putain, il tient encore debout, on sait il pas faut trop qu'il y ait comment. le visuel, mais il faut qu'il y ait la conformité derrière. Oui, sinon c'est ça. va être- Et donc, est-ce que finalement, la photo, une sorte de lien entre la photo qui est mise sur ces plateformes, quelle qu'elle soit, et la réalité d'Instagram, dont on parlait tout à l'heure, parce que finalement, Instagram, quelque part, vous allez la vie Instagram, on le sait tous, c'est pas la vraie vie, d'accord? Sauf dans certains cas où effectivement, vous êtes client et vous prenez la photo de votre burger qui vient de vous être servi. Là, c'est la vraie vie. D'accord. Donc, il y a une certaine, ça c'est l'ambiguïté de ce réseau d'ailleurs, mais bon, c'est autre chose. Donc, il y a cette réalité et il y a ce que je souhaite acheter. Donc, comme peut-être lier les deux, je ne sais pas, voir. Et les dark kitchen, elles auront toujours un problème, c'est ce plafond de verre qui est dû au principe de la livraison même. On ne pourra jamais avoir une belle assiette aussi finement faite que dans un restaurant, puisque le principe de livraison, donc sur un vélo, sur un scooter, il peut toujours avoir des problèmes. Et la photo, elle peut être aussi belle que possible. Le principe de la livraison, c'est vrai qu'on ne sait jamais comment on va arriver à le C'est le problème du deuxième produit le plus vendu en livraison, qui est le burger. Avec les mecs qui sont hyper pressés, le burger qui est plutôt de plus en plus haut, il a tendance à tomber, des frites qui arrivent tièdes, froides, qu'on ne peut pas réchauffer dans un micro-ondes. Et encore que, burger pose un problème. encore que pour le dressage, on attend pas forcément d'un burger qu'il arrive nickel chrome comme ça, on est bien d'accord. Quand tu vas sur une dark kitchen et que tu te tapes que tu vises, pardon, sur un dressage un peu plus élaboré, un peu plus fin, ouais, en effet, le problème de la livraison elle-même est un vrai problème. Mais sinon, quand tu tapes sur du snacking, sur du burger, le visuel que tu vois sur la photo, tu sais qu'il sera sensiblement la même quand ça va arriver et c'est pas non plus important. Enfin, pour moi, c'est comme ça que je le ressens. On va choisir sur la photo. Comment? Le choix, il va être principalement fait sur la photo. Oui, pour te donner envie dans un premier temps. Après, on sait que selon les produits que l'on reçoit, après, c'est. Oui, mais les 3 produits les plus vendus aujourd'hui en livraison sur le territoire national sont par hasard, comme par hasard, 3 produits qui vont arriver à peu près en bon état. C'est pour ça que ta blanquette de veau marche en livraison. Ouais. Bah oui. C'est dommage, c'est pas que pas fait. Je préfère aller prendre dans la restauration. C'est justement le concept c'est des box que vous pouvez vous faire livrer, mais que vous montez vous-même. C'est structuré. On reçoit le pain d'un côté, on reçoit le steak de l'autre. Montage à la maison, c'est ça. Montage à la maison. Exactement, Ça, c'est tout tout dépend du. montez le repas à la maison. En fait. Vous avez la fiche explicative, ça commence à bien fonctionner sur le Bordeaux. Je crois qu'il y a 2 ans. Pas la cuisine soi. En fait, justement, c'est de la cuisine un peu améliorée. C'est comme C'est vous qui. C'est pas celui-là. C'est vous, en fait, qui créez en famille parfois ou avec votre conjoint votre repas, mais avec sous forme Donc, de. on reçoit tous les éléments. Alors, j'avoue Exactement. que je ne connaissais pas ce système. Ça commence sur la table. Alors, Ah ouais. moi, je ne suis pas bordelaise, mais à Bordeaux, il y a 2-3 entreprises qui commencent à Ah oui. changer là-dedans. Ah ouais. Notamment avec des repas semi-gastro, gastro, que vous montez vous-même. Alors, Est-ce que ça peut être une réponse? Moi, j'ai ce problème de cuisson qui est ultra important quand on mange, une cuisson juste. Et du coup, pardon, le produit arrive cru et on On vous donne des éléments et après, il faut l'assembler. Est-ce que par exemple, tu peux le réchauffer. on commande une viande, est-ce que cette viande arrive cuite? Non, il y a elle ça, arrive c'est crue. Non, pas forcément. En fait, le modèle, c'est bon, ça peut être pré-cuit si tu veux réchauffer. En fait, oui, c'est ça, il y a une fiche. En fait, les éléments pré-cuits, etc. En fait, Certains éléments. Il faut savoir qu'à Paris, ça a démarré il y a 6-7 ans. Et c'est C'est assez cassé la vie. Ah oui, je crois que les gens n'ont envie de rien faire du tout. C'est exactement. Alors, je mettrai à Quelle contre déception de ne pas avoir réussi à faire la recette. Pardon, Ouais, non, vas-y. quelle déception de ne pas avoir réussi à faire une recette parce que c'est toi qui l'as faite. Alors que c'est quelqu'un qui l'ait foiré, ok, mais question fierté, Mais, moi j'en prends un coup. l'idée initiale est quand même bonne. Pardon. L'idée initiale est quand même peut-être bonne. C'est-à-dire qu'on parlait tout à l'heure, là pour moi c'est un mix vraiment entre les deux. C'est-à-dire que en fait, on amène dans la livraison à domicile la notion d'expérience. C'est-à-dire que ça, on va le faire sur des plats de très haute qualité. Effectivement, on peut être hyper déçu. Par contre, le déceptif peut être au max du max. Mais l'idée est plutôt louable. Enfin, celui qui y arrivera, s'il peut y arriver, c'est pas mal. C'est-à-dire qu'on fait une expérience gustative exceptionnelle, c'est le principe,
mais chez soi. Et puis l'humain est trop hypocrite. L'humain, si tu foires la recette, tu vas pas dire ah c'est moi qui l'ai foiré. Bah non, c'est de la faute de l'autre qui l'a mal expliqué. Ça peut être Ce qui marche beaucoup mieux que tous les ingrédients, on reçoit ça à la maison, on le fait avec la fiche de recette, etc. C'est les recettes en direct live avec des chefs. Ça, c'est un carton, on paye entre 10 et 20 euros. Et alors c'est 50 euros quand on est avec Lignac qui nous explique en direct comment on fait un truc et on le fait avec lui en même temps. Hein. Et ça va marcher parce que là on vit une expérience en plus avec le chef qui est en direct. On a 1 million de personnes connectées, mais c'est plus cher. C'était pour répondre à la thématique tout à l'heure du côté Dark Kitchen, etc. Donc pour moi, c'est une synergie en fait justement entre l'aspect photo, vidéo, pour moi on va y venir également, mais c'est une synergie entre ça, entre aussi, comme il y a plus justement ce contact avec la clientèle, ça va être au lieu de dire par exemple tarte au caramel, allez stop, tarte avec petits éclats de noisettes qui déchirent sa race, patata, c'est de parler aussi avec le langage adapté en fait en fonction de la personne. Ça va être également par exemple le packaging. C'est un packaging magnifique, on a l'impression qu'on ouvre un cadeau de Noël. C'est dingue. C'est con, entre la qualité. La qualité du packaging, c'est dingue. Avec un truc aimanté. On est sur le fait, on est sur la Un coffret de bijoux. Voilà, et pour moi, la synergie de ces quatre, le visuel, où il va étudier la recette en fonction du transport. Là où je suis complètement, c'est qu'on est sur une grosse tendance de non-explication sur la ligne du produit, ou alors, enfin, la non-explication. Pourquoi? Pour donner la main au serveur ou à la serveuse, qui, elle, doit vous expliquer plutôt que de mettre 2-3 lignes, etc. Mais alors, celui qui m'a le plus estomaqué, c'est une brasserie. Je vous conseille, si vous passez, d'aller voir le Petit Lutetia. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette brasserie, il est juste à côté de la grande épicerie à Paris. Il nous a suivis, il n'a pas fait d'entrée, plat et dessert, c'est une liste de produits comme ça. Ok, d'accord. Et puis à un moment, il y a, je cite, une putain d'entrecôte, 49 euros. Ouais, c'est ça. Ok. C'est le plat leader. Ouais, carrément. Parce que les gens, ils disent, s'il dit ça, c'est que ça doit être une entrecôte à tomber par terre. Alors attention, quand on dit ça, il y a intérêt à ce que ça tombe par terre. Et c'est le plat leader en stade de vente. On peut se permettre aujourd'hui de ne plus expliquer ou de prendre un peu de liberté. Il y a un côté contact. Mais bien sûr, c'est de la façon dont on parle tous les jours. Je reprends l'excitation qu'on a eue il y a quelques semaines quand notre président il dit je vais emmerder les non-vaccinés. Tout le monde a sauté au plafond en disant ça ne se fait pas. Bon, on parle tous comme ça. Je ne critique pas ou je n'encense pas ce qu'il a dit. C'est le mot qu'il a utilisé qui a fait polémique. C'est vrai qu'avant, il y avait la surprise du chef, voilà, et il y avait ensuite le dessert du restaurant. Inspiration du chef, on a vu. Là, c'est clair que c'est plus provocateur. C'est exactement ça. Il faut introduire des nouveaux langages. Il y a des unités de restauration rapide qu'on incite à arrêter de dire sur place ou emporter. C'est chiant. Il y en a un qui est en train aujourd'hui de dire vous restez déjeuner avec nous? Sympa. Bien sûr. Il y a toute une façon d'aborder aussi. Vous restez déjeuner avec nous, ça vous refaire pareil. C'est plus sympa, c'est plus convivial. Si je peux me permettre. Non, tu ne te permets pas. Messieurs, je vais vous laisser commencer à clôturer ce beau débat et cette grande thématique. Si quelqu'un d'entre vous je vais prendre la parole. Stéphane, t'es prêt? Oui. Pas évident. Je vais commencer. Ouais. Je n'ai pas beaucoup parlé, donc j'ai vraiment beaucoup apprécié la conférence. Je voudrais dire qu'il en reste néanmoins, peu importe les deux types de restauration, pour moi j'en connais surtout une, et ça reste un milieu d'humains dans lequel on doit faire voyager les clients. On est sur une pièce de théâtre, j'appelle souvent ça la pièce de théâtre, et c'est grâce au personnel. J'ai un peu plus tôt suivi une conférence sur le recrutement, comment attirer les jeunes. On parle de théâtre, on parle de cuisine authentique, des tendances à suivre et de personnaliser. Je crois qu'il y a aussi un point, je reviens à ce que disait M. Boutboul, c'est le personnel. Il faut vraiment on soit proche d'eux parce que c'est eux qui vont faire l'expérience. Dans tout ça, on a beau avoir le meilleur des produits, la meilleure déco, la meilleure musique, les meilleurs chefs. Il faut que tout ce qui est en salle soit des gens qui soient passionnés, pas forcément des gens de la restauration qui sortent d'un cursus traditionnel.
Donc, se sentent valorisés aussi. oui, après, c'est un tout. Après, c'est un tout. Pour moi, c'est tout ce qui a fait les expériences de là où j'ai été en tant que client, sans y avoir à travailler, ou de là où j'ai pu travailler, c'était le personnel, c'était des personnalités. C'est comme aller dans une pièce de théâtre, vous avez la personne qui vous vend le ticket avec un sourire, l'accueil dans un restaurant, vous avez la personne qui vous fait la pièce de théâtre, qui vous fait rire ou pleurer, vous en ressortez avec des émotions, soit parfois tristes, soit alors en disant « Waouh, c'était super, j'y reviendrai », et ces gens-là en parlent, et du coup, vous y revenez de toute façon. Pour moi, le restaurant, c'est la même chose. Et donc, je dirais qu'à toute personne qui veut demain ouvrir son propre restaurant, c'est peut-être aussi renverser la balance. Je trouve qu'aujourd'hui, on est axé sur la nourriture parce que c'est important, c'est 50%, mais je crois que c'est aussi s'axer beaucoup plus sur le devant de la scène et savoir comment vous allez fidéliser vos clients. Et je crois que c'est principalement avec une scène théâtrale, donc du personnel comme la serveuse à Big Mama, enfin, au Palatino. Je crois pas que je crois pas que c'était filmé. Par contre, Monsieur Woodwood, je crois que c'était plutôt quelqu'un qui parle de voilà, quelqu'un de passionné, qui vous a vu et qui voulait absolument vendre sa tarte au chocolat. Il y a un match. Je trouvais l'histoire très bonne et voilà, je tenais à vous remercier parce que j'ai beaucoup apprécié la conférence. Merci. Pour conclure, je dirais que pour avoir fréquenté de grands établissements, de petits établissements, d'avoir travaillé dans la restauration, d'être vraiment épicurien dans l'âme, aujourd'hui, si on fait ce métier, c'est pour aussi prendre du plaisir à le faire. Et que si on se met une pression, un stress au quotidien, si on n'arrive pas à l'absorber, parce que le chiffre d'affaires, je suis désolé, je vais vraiment parler chiffres aussi, le chiffre d'affaires que l'on a, c'est uniquement par rapport à sa restauration, et ben, autant pas le faire. Je vous dis sincèrement les choses. Nous, on a pris le parti d'avoir une restauration qui ne nous empêche, qui nous empêche pas de vivre si elle ne fonctionne. Si elle ne fonctionnerait pas, c'est horrible de dire ça comme ça, mais on n'a pas ce stress du restaurateur que l'on ne veut pas avoir. Les activités autour permettent de créer un univers, permettent de créer quelque chose de différent et d'amener les gens vers une restauration qui serait prise différemment. On n'a pas envie d'avoir la pression et on connaît les heures que font certaines personnes dans la restauration. On veut se séparer de ces grosses problématiques qui aujourd'hui font peur. La restauration, ça doit être un plaisir, c'est faire de l'amour et du plaisir aux gens. Si ça devient une charge et un stress et que ça prend le pas sur le reste de votre vie en général, vous ne ferez pas 5 ans dans la restauration. Donc, il faut vraiment savoir exactement là où on veut aller dans la restauration à différents niveaux. Si on est cuisinier de métier, c'est sûr que d'ouvrir un restaurant, on ne sait faire que ça. Mais si on a la possibilité de prendre la restauration et de la mettre et de ne pas l'idéaliser et de ne pas la mettre au cœur de son activité, ça permet aussi d'avoir une ouverture d'esprit qui serait différente. Une personne qui ouvre un restaurant ne voit que par la restauration, mais je pense que le chiffre de la restauration ne doit pas être 100% du chiffre d'affaires global, en proposant des activités à côté, annexes, qui sont certainement moins stressants que des coups de feu à 12h30 pendant 1 heure, à se prendre des doses de stress, ou le soir également. Si on arrive à coupler un petit peu d'autres activités à côté, ça permet à la fois pour le client de se trouver dans un environnement qui ne soit pas que axé sur la restauration, et pour le restaurateur propriétaire qui ne soit pas uniquement focalisé sur son chiffre du jour midi, sur son chiffre du jour, sur son chiffre soir, et de lui permettre de voir que la restauration, c'est pas forcément qu'une mono-activité. Voilà. Alors moi, je vais être beaucoup plus succinct. Si j'avais une chose à dire, ce serait finalement qui qu'on soit, restaurateur, client ou staff, n'importe. Rappelons-nous pourquoi on fait tout ça et faisons-le par plaisir. C'est vraiment, rappelons-nous pourquoi on fait ça et faisons-le avec plaisir. Et puis après, la vie, elle est comme elle est. Il y a des choses qui vont passer, des choses qui vont rien passer, mais in fine, c'est pourquoi on fait tout ça et perdons pas ça de vue. C'est le plaisir de faire. Exactement.
Alors moi, je vais être beaucoup plus long. Non, C'est pas possible. moi, je suggère de rétablir le déséquilibre de la starification cuisine-salle. Je m'explique, ça fait très exactement 5 ans, je compte les années, je harcèle M6. Il trouve que Top Chef. mais j'y arriverai. Je leur ai dit après Top Chef, on va se faire un Top Salle. Ils m'ont dit banco. Mais, parce que le problème, je vais vous dire, de la pénurie de personnel, elle repose sur plein de facteurs, dont celui qu'on n'a jamais valorisé ce métier de salle. Jamais, on n'a jamais valorisé. Je referme la parenthèse. C'est exact. M6 m'a dit, oui, ça m'intéresse, sauf que, 2 points. Il va falloir pleurer, il va falloir que ça soit dramatique, il va falloir rigoler, parce qu'on est au prime time, ils me disent au prime time, tu ne peux pas me faire une émission avec on dessert à gauche, on serre à droite, le dito, le machin, tout le monde s'en fout de ça. Donc, il faut scénariser, il faut romancer. Ils m'ont bien dit, hein, il faut que ça gueule, il faut que ça, on s'énerve, on pleure. Là, tu vas faire du prime time. Si je peux me permettre, peut-être qu'il faut que M6 emploie Frédéric Siriex, qui est une star de la télévision et qui a représenté la salle il y a quelques années de ça. D'accord. Et là, je pense qu'on tient le bon bout, parce que le bon bout, ils sont revenus vers moi fin décembre en disant ça y est, je pense qu'on va y aller parce qu'on est en train de voir qui pourrait scénariser ces séquences. Et il faut que ça soit, comment ils disent, en série. C'est-à-dire qu'ils disent que Top Chef est une saison. Ils m'ont dit comment on fait avec ta salle pour qu'il y ait une saison aussi. Et qu'on attende la prochaine saison pour voir de nouveaux candidats. Donc il faut raconter de belles histoires humaines, etc. Je pense qu'on est sur la bonne voie. On va y aller. Ils sont prêts. Et là, je peux vous assurer que si on y arrive, là, on va faire passer des messages de service, de spectacle, et des jeunes vont vouloir revenir en salle. On commencera par sentir vraiment des porteurs d'assiettes, parce que ça, beaucoup de gens en salle m'ont entendu de la cuisine. Tu n'es qu'un porteur d'assiettes. Tu n'es qu'un porteur d'assiettes et un preneur de commandes. Et c'est une grande guerre entre la salle et la cuisine. Exactement. Est-ce que quelqu'un ou l'un d'entre vous souhaite intervenir? Oui. Moi, j'aurais une question. Vous avez parlé de personnalité. Est-ce que vous pensez que dans le la même personnalité de l'ouverture de bar, la minute personnalisée dont vous parlez? Ah, le menu personnalisable. Oui, surtout dans le temps de bar, dans le cocktail. Ben oui, la mixologie, enfin, il y a des trucs complètement dingues à faire en minute personnalisable. Et là, il faut y aller à mort. La deuxième question, c'était est-ce que vous pensez est-ce que elle est internationalisée? Elle existe dans le monde entier? Ah bah nous, on a des clients au Canada, aux États-Unis, ils sont partis déjà depuis un petit moment. Hein. Nous, on est en retard là-dessus. Hein. Ouais, ils sont partis. Au Moyen-Orient aussi, on le voit. Mais Dubaï. C'est surtout d'étrangers, en fait. C'est venu pour la France. Ouais. Hein, c'est ça. On est en retard là-dessus. Ah ouais, c'est clair. On a 10 ans de retard. On est en retard même sur l'expérience. Hein. L'expérience, elle existe ailleurs dans le monde. Hein. On n'est pas les premiers à faire l'expérience. Hein. Il faut vraiment qu'on rattrape ce retard. Et c'est ça qui est complètement dingue. On est au pays de la gastronomie. Oui, c'est justement le problème. Montrer la voie. Pourquoi ça vient de l'étranger? C'est parce qu'on a tellement sacralisé la gastronomie française qu'il ne fallait pas y toucher pendant des années, des décennies. Et puis les anciennes générations aussi. Putain, j'aimerais bien faire ça. T'es un malade. C'est la blanquette. Enfin, on va en parler de la blanquette de veau. Tu veux twister la blanquette de veau, mais t'es un grand fou. Eh ouais, il ne faut pas toucher à tous les codes qui ont été mis en place depuis des années et des années. Imaginez les premiers qui ont viré les nappes. Le système. Les premiers qui ont viré les nappes, on les a fait pour des fous. La soupe VGE. Non, mais on ne parle pas de cuisine moléculaire, mais l'expérience, le plus service, le plus machin. Il faut désacraliser cette gastronomie, je suis d'accord. Et aujourd'hui, c'est open, on peut y aller, on peut oser faire des choses. Il faut y aller. Yes. On a une Florence Bouyala qui remercie les intervenants. Merci Florence. Merci à vous. Je pense qu'on peut saluer ces 3 intervenants. Stéphane est aussi à distance aujourd'hui. Bravo. Merci.